Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence pour cette table ronde. J'ai un petit écho. Non, c'est bon. Pour cette table ronde qui mobilise, en tout cas, qui a cristallisé les passions avant de la démarrer aujourd'hui. Donc, on est ensemble pour 1 heure pour traiter donc le sujet de la transformation, comment développer l'origine France sur les filières fruits et légumes transformés. Parce qu'il ne vous a pas échappé que c'est quand même une tendance qui s'observe année après année. Donc la part des produits transformés progresse dans les achats alimentaires au gré donc des évolutions des comportements de consommation et des modes de vie. Donc les fruits et légumes n'échappent pas à la règle, on va le voir, je vais donner quelques chiffres ensuite. Et puis donc forcément ça bouscule un petit peu les modèles, certaines entreprises investissent, intègrent la transformation ou développent des partenariats dans leur business model. Côté industrie, donc l'enjeu se déplace. Les industriels ont surtout aujourd'hui besoin avant tout de sécuriser leur sourcing en supposant qu'il va continuer de croître dans les années à venir. Donc on est là ensemble pour en débattre. Donc comment répondre à ces besoins de volume additionnel, surtout dans certaines filières? Quelles sont les opportunités de valorisation nouvelles pour les fruits et légumes? Et puis surtout, comment repenser ou penser le développement de filières fruits et légumes performantes qui sont dédiées à l'industrie, donc avec l'origine France. Donc pour en discuter, on a autour de la table donc Gérard Gillet, qui est directeur de Saint-Mamet Distribution. Alors on devait avoir son collègue Samuel Jeunesse, directeur de l'usine Solaris, donc qui transforme les produits Saint-Mamet, donc groupe agro mousquetaire, mais qui ne sera pas là. Peu importe, on arrivera quand même à en discuter ensemble. Voilà. On a aussi donc Daniel Gaillard à ma droite, donc qui est directeur associé donc du comptoir rhodanien. Il se présentera un petit peu plus. Alors, on a à ma gauche Julien Laurin Basile, qui est acheteuse ingrédients locaux donc chez Blédina, groupe Danone, et une autre Julia Delante, qui est responsable agriculture régénératrice pour Danone. Et puis donc Guillemette Boiron au milieu, donc responsable des filières France à la direction filière et développement durable, donc chez Verger Boiron. Voilà. Alors simplement en introduction, et c'est aussi pour vous faire réagir, je vais donner juste un tout petit panorama avec quelques données clés. Donc des premières données donc qui sont issues de l'Anifelt, hein, le secteur des fruits et légumes transformés, l'Interpro des fruits et légumes transformés. Donc en France, on a une 60aine d'espèces différentes qui sont dédiées à la transformation. Chaque année, donc 2 millions de tonnes de fruits et légumes sont livrés aux usines donc pour être transformés. 30% des légumes et 20% des fruits avec un fort taux de contractualisation. En filière fruits et légumes frais, donc là, côté Interpro des fruits et légumes frais, les derniers chiffres sont sortis sans malheureusement beaucoup de surprises. On assiste à une lente érosion, on va dire, de la consommation. Voilà, on consomme un peu moins de frais en volume. On est encore à moins 2% en 2024. En 2020, par exemple, on consommait 182 kilos par ménage et par an. Et contre 158 aujourd'hui en 2024. Voilà. Donc globalement, Interfel nous confirme qu'on a un report de la consommation des fruits et légumes frais vers les autres catégories avec 2 grands types d'aliments. Donc les fruits et légumes transformés et les autres produits transformés. Et l'effet de transfert, il s'observe aussi vers les féculents, les céréales, les plats composés, traiteurs. Donc tout ça est confirmé par l'interprofession. Alors, Daniel, je me tourne vers vous. Déjà, est-ce que vous, parce que vous allez nous parler de votre modèle d'intégration industrielle, est-ce que vous confirmez quelque part ces tendances? C'est-à-dire, on switch un peu du frais vers le transformé. J'espère pas trop, parce que nous sommes avant tout des producteurs expéditeurs de fruits frais. Donc j'espère que ces tendances ne sont que passagères, que les Français et les consommateurs vont continuer à manger du produit frais, et que si on veut une filière arboricole costaude, elle passera en grande partie et d'abord par la consommation de fruits frais. La transformation viendra, à mon sens, dans un deuxième temps. À part pour des productions spécialisées, la filière ne se sauvera pas avec ou qu'avec la transformation. C'est-à-dire, elle créera de la valeur additionnelle en diversifiant. Mais la base de sa valorisation restera le travail et la production de fruits pour la table. Guillemette Boiron, côté industrie,
côté industrie, est-ce que vous avez, entre guillemets, le vent en poupe? Est-ce que ces tendances vous sont favorables? Donc nous, on est transformateurs pour les artisans, glaciers, pâtissiers, restaurateurs, barman. Et en fait, je pense que c'est plus un secret de se dire que maintenant, les gens mangent hors de chez eux beaucoup plus qu'avant. Et du coup, c'est un secteur qui pour nous est en croissance sur tous ces métiers, du transformé plutôt haut de gamme. Enfin, on va aller chercher des artisans et c'est eux qui font du chiffre peut-être plus que sur des transformations auxquelles le consommateur pourra avoir accès directement. Donc nous, on confirme que c'est un secteur qui grandit et que c'est pas une tendance française, c'est une tendance internationale. Partout dans le monde, on voit que les métiers de la boisson, de la pâtisserie, les métiers de la restauration se développent. Ça va avec le tourisme aussi. Les gens voyagent beaucoup plus, donc c'est en développement et c'est plutôt du fruit transformé que du fruit frais du coup. Merci. Côté baby food, est-ce qu'on a la même tendance ou pas? Côté baby. Côté. Il suffit juste de parler un peu. Ça ira mieux. Côté baby food, on n'est pas totalement sur les mêmes tendances. On sait que la dynamique des naissances est plutôt orientée à la baisse aujourd'hui. Et donc, côté baby food, on a un cahier des charges qui est quand même très spécifique, avec un marché qui est assez mature, des consommateurs qui restent finalement assez peu de temps aussi. Et on n'est pas sur des hausses de volume, nous, aujourd'hui. On est plutôt en lien avec la baisse des naissances sur des faibles érosions de volume. Donc avec d'autres enjeux. On va en parler après. Alors ces tendances néanmoins, donc on le voit, elles sont un peu diverses et variées en fonction des filières. Mais donc on a quand même une évolution, en tout cas on le voit dans le paysage, on a une évolution dans les modèles d'affaires. Alors, Daniel Gaillard, je me retourne à nouveau vers vous. Donc, au niveau du comptoir rhodanien, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre modèle d'intégration industrielle, puisque donc vous êtes allé sur l'agroalimentaire et vous l'avez intégré, vous diversifiez vos débouchés. Voilà, pourquoi vous l'avez fait et quelle est la valorisation nouvelle ou peut-être les enjeux, en tout cas, que vous tentez de relever? Sur la volonté d'aller vers la transformation du fruit, c'est parti tout simplement du constat que quand on produisait 1000 fruits, les 1000 n'allaient pas forcément sur la table. Donc il fallait savoir ce qu'on faisait des autres. Donc historiquement, on les proposait, on les vendait, on les a jamais jetés, on gaspille pas chez nous, on les vendait à des industriels. On a souhaité essayer de capter un peu plus de valeur ajoutée en transformant les fruits nous-mêmes et gagner un petit peu aussi d'autonomie, d'indépendance, en sachant qu'on a connu des années aussi où les industriels, on le disait entre nous de manière non pas vulgaire mais très simple, tiraient le rideau. Et à ce moment-là, les fruits d'industrie qu'on avait, on savait plus quoi en faire. Donc ça nous donne aussi une autonomie, une indépendance, à savoir qu'on peut transformer, qu'on sait transformer le fruit en interne. Donc on a pris la décision il y a maintenant 5 ans, on a investi à peu près 5 millions d'euros pour avoir une ligne qui nous permet de transformer les fruits en purée de fruits, principalement en fût industriel pour les 215 kilos qu'on revend à des industriels, et puis de lancer une gamme de jus et nectar de fruits qu'on propose nous directement. Alors on a une gamme pour la grande distribution, une gamme pour les cafés, hôtels, restaurants, qu'on développe commercialement petit à petit avec des moyens qui sont pas ceux d'une grande multinationale. Hein. Donc on n'est pas encore sur les écrans publicitaires aux heures de grande écoute, mais j'espère qu'un jour on le sera. On fait petit à petit notre développement. Ça nous a permis d'aborder un nouveau métier. C'est toujours intéressant. Déjà l'aventure entrepreneuriale et humaine est toujours intéressante. De se remettre en cause sur certains principes de travail. Et ça nous permet aujourd'hui d'être à peu près indépendants quant à la destination des produits qui ne sont pas destinés à la table. Savoir qu'à la base, on est producteur, expéditeur de fruits frais. À savoir aussi, on n'en a pas encore parlé, mais ça va venir, que les aléas climatiques répétitifs qu'on connaît nous demandent sans doute d'être beaucoup plus réactifs. Quand j'ai démarré dans le métier, la grêle, elle tombait en vallée du Rhône qu'une fois et c'était au mois de juillet. Aujourd'hui, elle commence au mois de mars et avec des épisodes qui se multiplient.
Donc ça veut dire que les productions, même si on les protège de plus en plus, elles seront, à mon avis, quand même de plus en plus vulnérables du fait de ces événements climatiques. Donc notre autonomie et notre indépendance sur la capacité à transformer le fruit nous a paru aussi stratégique. Et quelle est la part de la transformation aujourd'hui dans l'ensemble de votre activité? Je ne sais pas en pourcentage, en volume. Si on parle de pourcentage en termes de chiffre d'affaires, ça représente aujourd'hui 12-13% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et c'est en progression, enfin, par exemple, dans les 5 ans à venir, là, vous projetez une progression Mais c'est en progression et il vaut mieux parce que comme on investit, je vous l'ai dit, 5 millions d'euros, il vaut mieux que ce soit en progression. Mais ça l'est et on a de belles perspectives, même si on en a un peu parlé en préparant cette table ronde, même si tout n'est pas rose tous les jours et que le marché reste le marché, le produit tracé, français, régional, sourcé, tous les consommateurs le veulent. Faut-il encore que derrière, ils veulent le payer à son juste prix. Et là, on parlera ensuite. Oui. On va retomber sur ce qu'on dit quand on parle de fruits frais. On avait hier une réunion avec l'AOP Pêche et Nectar de France. La quadrature du cercle, c'est à peu près la même. Des coûts de production qui augmentent et un consommateur qui veut des produits de moins en moins chers. Donc on arrive à une valorisation jusqu'à un point. À un moment donné, l'équation elle est complexe et elle est difficile à trouver. Le résultat est difficile à trouver. Alors on garde cette idée. Il y aura un ping-pong effectivement d'idées. Julia, je vais quand même me tourner vers vous. Donc alors déjà chez Blédina, quel est le périmètre concernant les fruits et légumes? Voilà, ça pèse combien dans l'ensemble de votre activité? Parce qu'il y a aussi de la viande. Enfin, vous ne transformez pas que du fruits et légumes. Et quelle est la part de l'origine France Sur la gamme Petit Pot, on est aujourd'hui à 70% du volume en France. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de le maintenir. Effectivement, il y a toujours ce lien où c'est pas toujours simple. Après, avec notre cahier des charges de façon plus spécifique, on a des enjeux aussi à maintenir une qualité très élevée. Déjà parce que le baby food a un label et une réglementation très spécifique et très stricte. Donc, on travaille avec nos agriculteurs partenaires pour pérenniser les volumes et pour réussir à garder la qualité nécessaire pour transformer nos volumes et avoir toujours de la qualité dans nos petits pots. Alors, quels sont ces critères de sélection des fournisseurs dans les grandes lignes? Comment vous sélectionnez les fournisseurs pour vos filières? Il y a deux parties qui sont très importantes chez Danone et plus particulièrement chez Blédina. La première, ça va être la qualité. Comme je vous l'ai dit, on a un cahier des charges ultra spécifique qu'on doit respecter. Et la deuxième, ça va être aussi la résilience de nos fournisseurs. En lien avec cette spécificité, on travaille beaucoup sur la pérennité de notre production et sur la résilience des produits avec lesquels on va travailler, notamment via de l'agriculture régénératrice. Et ma collègue Julia vous en parlera mieux. On a des programmes pour travailler sur du long terme avec des fournisseurs pour être en capacité de maintenir ces volumes au niveau de qualité qu'on attend. Alors, avant de parler d'agriculture régénératrice, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience des vergers dédiés? Parce que voilà, vous essayez aussi de relancer certaines filières avec vos fournisseurs et notamment sur la poire. Oui, on travaille effectivement sur des vergers dédiés et même de façon plus spécifique sur des filières. On a lancé un programme il y a quelques années qui s'appelle Sauver William parce qu'on est parti du constat que le volume de poire William en France diminuait. Or, on a effectivement besoin de sécuriser, comme vous l'avez dit, nos approvisionnements. Et donc, on a engagé des partenariats à long terme avec des contrats sur 20 ans avec certains de nos producteurs pour assurer des volumes. On a replanté des vergers, en poire William notamment, parce que c'est celle qu'on utilise. C'est-à-dire que vous fixez des objectifs ensemble? On s'est fixé des objectifs ensemble. On a un engagement des deux côtés en termes de volume. De notre côté aussi, on prend l'intégralité du volume issu de ces vergers. Et on a des engagements en termes de prix et en termes de nombre d'années ensemble. Donc c'est vraiment des partenariats et on travaille sur le très long terme avec nos fournisseurs, toujours pour maintenir cette qualité baby food.
Est-ce qu'il y a des nouveaux critères demain de sélection des fournisseurs ou peut-être de nouvelles filières que vous avez envie de mettre en place? Je pense que aujourd'hui, hormis la qualité, le critère qu'on va le plus regarder, c'est la résilience des exploitations avec lesquelles on travaille, notamment parce que pour pouvoir sécuriser et face aux aléas climatiques, on a aussi besoin de pouvoir être flexible sur la façon dont on travaille. On a besoin de garantir des approvisionnements et de pouvoir maintenir un niveau d'approvisionnement stable. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit nous à l'écoute en tant qu'industriels aussi, en termes de variété d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment, où est-ce que c'est produit, en termes de diversification géographique, pour pouvoir se sécuriser et maintenir le sourcing le plus possible. Merci. Alors, on arrive à vous, Gérard Gillet. Donc donc la marque Saint-Mamé. Alors déjà, est-ce que donc en lieu et place de Samuel Jeunet, est-ce que vous pouvez quand même nous préciser un petit peu le périmètre, pareil, de la filière agroalimentaire, puisque Agro Mousquetaire c'est le premier industriel agroalimentaire français. Mais voilà, que pèse Saint-Mamé et dans ce pôle végétal, qu'est-ce qui représente? Alors, donc Saint-Mamé, comme vous le savez, a été racheté par le groupe Agro Mousquetaire il y a de cela 2 ans déjà. Et en fait, l'organisation a été séparée en 2 pôles. Il y a un pôle industriel qui est maintenant passé sous le giron et sous la direction donc d'Agro Mousquetaire, donc dans le pôle végétal qui représente donc l'industrie, ex-industrie de Saint-Mamé qui s'appelle Solaris. Et Saint-Mamé Distribution, que je représente aujourd'hui, qui représente la marque, le commerce et le marketing de cette marque. Donc nous achetons en fait à Solaris un certain nombre de produits et notre situation en fait protège la marque et protège aussi toute la grande distribution et la RHF qui nous a suivis dans la distribution de nos produits, d'un certain niveau total de confidentialité, par exemple des accords qui nous lient à des partenaires comme Carrefour, Leclerc et autres, pour que l'activité puisse continuer et que la filière puisse continuer à vivre. Donc chacun a tenu ses engagements par rapport à ça. Et donc sur quelle filière travaille Saint-Mamé et puis comment la marque arrive à valoriser ces filières? Alors, je vais repartir du marché des fruits en morceaux. On en a parlé tout à l'heure. En fait, le marché des fruits en morceaux est en légère croissance. Contrairement à ce que l'on peut lire si on se regarde que les chiffres de la grande distribution, il est en légère croissance si on additionne en fait Lidl, Aldi, donc l'ensemble du marché. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet autour du prix, évidemment. Et c'est là où j'arrive sur ce sujet des prix, puisque nous sommes une marque et comme les autres marques, finalement, nous souffrons aussi de ce décalage avec les marques distributeurs qui, elles, sont en pleine croissance. Et donc, il y a un sujet autour du prix proposé par les marques donc à l'intérieur de l'INER. Et après, il y a 2 manières de se sortir de cette situation, soit d'innover, ce que nous faisons en allant sur d'autres catégories. Par exemple, nous avons sorti l'année dernière, et par le haut, j'ai envie de dire, par plus de qualité, donc une gamme de confitures qui s'appelle Cœur de fruits, avec 9 références. Donc avec des confitures qui sont entre 60 et 68% de taux de fruits, donc déjà assez importante sur le marché. Et cette année, on a déjà 2 enseignes additionnelles qui sont venues distribuer, nous rejoindre sur ce format. Nous sortons une gamme cette année de compotes en ambiant, donc qui s'appelle Douceur de fruits. Saint-Mamé, et donc c'est une manière pour nous d'innover. La deuxième manière de pallier un petit peu à cette difficulté qui est le prix de vente aux consommateurs, c'est de mieux acheter. Et là, je me retrouve dans une situation où j'achète finalement à un partenaire finalement interne. Et donc se pose le sujet de la compétitivité industrielle, qui est un sujet majeur. Et là, c'est là où j'entendais des investissements industriels qui sont en train de se produire dans différentes filières. Et c'est le cas d'Agro Mousquetaire qui va investir sur les 5 années qui viennent plus de 7 millions d'euros sur l'industrie elle-même, donc sur l'outil industriel, pour pouvoir soit faire des produits ou fabriquer des produits qui n'étaient pas précédemment fabriqués sur Vauvert, sur le site de Vauvert, soit d'améliorer la compétitivité de ce qui existe déjà. Le but de cela étant de faire vivre évidemment l'usine, la filière, mais surtout, et là je suis très intéressé par ça évidemment, de faire
baisser finalement le coût final des produits pour que toute la filière puisse bénéficier de cette stratégie. C'est-à-dire, on travaille en fait sur le coût de production pour remettre de la valeur finalement Absolument. Absolument. dans la filière. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas 15 000 manières de fonctionner là-dessus si on veut que les marques et les marques distributeurs puissent survivre dans le paysage. D'ailleurs, que ce soit en RHF ou en grande distribution, il me semble important que cette création de valeur des différentes filières se fasse de manière, on va dire, saine. Donc, on redémarre du prix de l'agriculteur, du juste prix, j'ai envie de dire, auquel l'agriculteur doit être rémunéré. Et j'ai toujours en tête les initiatives dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont C'est qui le patron ou Merci encore dans le groupement des mousquetaires, qui repartent en fait du coût de fabrication, qui permet à l'agriculteur de vivre finalement de sa production et de remonter toute la chaîne, quitte à la fin effectivement payer un peu plus cher que la moyenne, mais en s'assurant que l'agriculteur puisse vivre de son métier, ainsi que toute la chaîne. Quand j'entends toute la chaîne, c'est l'agriculteur, la marque, là pour me concernant, le distributeur, et évidemment avec un prix accessible pour le consommateur. Quelle est la part dans vos différents débouchés? Quelle est la part de la GMS aujourd'hui ou quelle est la part de la RHF? Alors la GMS c'est 46% de nos ventes, la RHF 44%, donc ça m'a mis très distribué historiquement. En RHF, dans tout ce qui on répond énormément à des appels d'offres en collectivité, et la marque est très très répandue en RHF, c'est historique. D'accord. Et donc c'est plutôt en augmentation? C'est plutôt stable, je dirais. Le début d'année est compliqué sur la RHF pour de multiples raisons. Il y a des décalages de fêtes religieuses, qu'elles soient d'ailleurs musulmanes ou catholiques, qui pèsent sur la consommation. Et il y a aussi le même phénomène qu'on a vu apparaître en grande distribution il y a 2-3 ans déjà en RHF. Donc nos principaux clients, entre guillemets, commencent eux aussi à avoir une stratégie MDD en RHF. Et donc commencent aussi à positionner leurs propres produits avec plus d'agressivité, dans le bon sens du terme, actuellement. Donc du coup, on voit que là aussi, il y a un combat commercial qui va être mené. Merci déjà pour ces points. Guillemette Boiron, donc du coup, si on décortique un petit peu votre modèle, voilà, quelle est donc rapidement la carte d'identité de votre entreprise, et puis est-ce que vous pouvez surtout nous préciser donc les filières aujourd'hui sur lesquelles vous travaillez, notamment sur l'origine France, et puis quelle est la part de l'origine France aussi dans votre sourcing? Donc nous, on est une entreprise familiale donc qui a plus de 80 ans. On a fait le choix de travailler qu'avec des professionnels. On n'est pas du tout présent en GMS, en grande consommation, et de travailler pour les artisans du goût. Donc le milieu industriel, enfin on fournit pas le milieu industriel en fût. On fait aussi de la purée de fruits, mais on fait de la purée spécifique pour les artisans. Donc on travaille 50 fruits différents. Sur ces 50 fruits, ce qui marche le mieux, je vais pas vous le cacher, c'est la mangue, la passion, la coco, la framboise et la fraise. Donc c'est pas vraiment des filières françaises, à part framboise-fraise. Donc en fait, la part française qui était notre cœur de cible historique, parce que nous on est ardéchois, on s'est vraiment créé sur les fruits Drôme-Ardèche, on a grandi grâce à ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout notre filière majoritaire, on a 10% de nos approvisionnements qui sont français. Par le fait que ce qui est le plus consommé partout dans le monde, ça reste des fruits exotiques et des agrumes, et que aujourd'hui, on essaye de chercher à travailler français quand on le peut, mais on peut pas forcer le client à laisser la mangue pour consommer de la pêche, typiquement. Alors, cela dit quand même, par rapport aux tendances de consommation dont on a parlé, vous essayez quand même de recréer des filières courtes de valorisation. Donc, on a vraiment un ancrage territorial qui est fort. C'est notre ADN. On a toujours cherché à mettre en avant. On s'est créé pour essayer de mettre en avant des fruits ardéchois en les valorisant sur les halles. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, aujourd'hui, dès qu'on peut acheter français, on achète français. Et c'est surtout qu'on est sur plusieurs projets où on essaye de relocaliser des filières qui ont un peu disparu de notre paysage français et qu'on a du coup historiquement acheté ailleurs parce que les filières étaient beaucoup plus structurées. Et donc du coup là, on est vraiment sur des gros projets où on essaye de relocaliser certaines filières
Pour nous, ça nous Est-ce que permet vous pouvez dire quelle filière On parle par exemple des filières fruits rouges, donc framboises, fraises, groseilles, cassis. Certaines, on les a déjà totalement relocalisées, certaines sont encore en projet. L'idée pour nous, c'est d'être en proximité avec les producteurs, parce que forcément, quand on travaille dans son pays, c'est beaucoup plus simple de travailler. De favoriser aussi une pérennité des exploitations agricoles et une pérennité d'un tissu agricole qui soit dynamique en France, parce qu'in fine, on est tous liés et on dépend de ça, nous aussi. Et puis en fait, on est convaincu que le fait de diversifier nos filières et d'avoir des relocalisations françaises, ça va offrir des possibilités de diversification au niveau des exploitations. Et qu'aujourd'hui, c'est l'une des voies de pérennité des exploitations agricoles. Vu tous les aléas climatiques, l'instabilité qu'on peut connaître, plus les exploitations seront diversifiées, plus elles seront pérennes et résilientes dans le temps. Donc c'est vraiment un projet qui nous force à penser à demain et qu'on fait avec cette vision de la pérennité, parce que nous, on est entreprise familiale et que c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup, et que pour une exploitation familiale, parce que la plupart des exploitations agricoles sont familiales, c'est quelque chose qui est assez partagé, quoi. Comment est-ce qu'on va être demain et sur quoi on peut se fonder pour continuer à vivre ensemble en France. Merci. Et donc, concrètement, donc on a pas mal parlé de prix et de compétitivité. Comment vous arrivez à recréer ou créer en tout cas une chaîne de valorisation pour votre pour votre industrie? Alors, c'est des gros enjeux. Déjà parce que la plupart des filières de pré-transformation, donc parce qu'il y a une partie des fruits qu'on approvisionne en frais, une partie qu'on vient surgeler et une autre partie qu'on pré-transforme parce qu'on n'a pas les outils pour tout transformer nous-mêmes. Et en fait, on se rend compte que le tissu pré-industriel français a complètement disparu. Avant, vous aviez, sur la plupart des ateliers STEF, vous aviez des petits ateliers de reconditionnement, des petits ateliers de pelage, de découpe. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont arrêtés pour des problématiques de compétitivité. Et donc, du coup, quand on pense relocalisation, il faut aussi penser à ça. Comment est-ce qu'on arrive à réinstaurer dans les territoires des intermédiaires qui sont proches des producteurs, avec qui on arrive à travailler sur un partage de valeur, de manière à ce que nous, on puisse approvisionner le produit qu'on cherche et que ça reste compétitif. Donc en fait, ce que ça demande énormément, et je pense que ça c'est un peu une nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire, c'est à se remettre tous ensemble autour de la table et arriver à discuter en transparence entre producteurs, pré-transformateurs, industriels, de manière à se dire si demain on veut continuer à être présent sur le marché, donc à des prix abordables, comment on apprend à retravailler différemment, que ce soit au niveau de l'exploitation agricole, au niveau de la pré-transformation ou même chez nous en filière. Donc ça, c'est le plus gros chantier. Après, il y a d'autres aspects qui sont les critères de sélection. En fait, nous, on est sur des critères de sélection qui sont un peu différentes de celles du frais, sur des caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques, mais aussi sur des questions de pesticides, parce qu'on exporte beaucoup. Et donc, du coup, là, pareil, en fait, c'est encore un travail en commun de se dire, est-ce que si on travaille ensemble à des programmes, enfin des itinéraires de culture différents, comment ça nous sert nous, mais aussi comment ça sert le producteur, parce qu'on s'est aussi rendu compte avec le temps, en ayant déjà des programmes spécifiques, qu'un producteur qui sait travailler sur des programmes phyto-allégés, ça lui sert après pour aller chercher une meilleure valorisation, pour s'inscrire dans du baby-food, pour peut-être se dire qu'au niveau phyto, il peut élargir ses expérimentations sur d'autres filières et donc du coup diminuer ses coûts de production sur les phytosanitaires. Donc en fait, c'est beaucoup d'échanges et beaucoup de temps aussi. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et c'est pour ça que nous, on est persuadés que ça ne se fera que par des partenariats à long terme. On a toujours appris à travailler comme ça avec nos producteurs. C'est déjà une histoire de génération, mais d'autant plus demain quand il va falloir réinventer des filières. Ça pourra pas être une année on va chez Paul et l'autre année chez Jacques. Il va falloir qu'on travaille d'année en année ensemble pour apprendre à faire la qualité qui est attendue, quoi. Alors, on a parlé de partenariat long terme. Donc là, je me tourne vers vous, Julia Delante, donc responsable agriculture régénératrice chez Danone. Alors déjà, parce que chez les grands donneurs d'ordre, on a des responsables agriculture régénératrice. Mais vous, qu'est-ce que vous entendez par agriculture régénératrice chez Danone? Et puis voilà, comment vous le travaillez en filière et en co-construction avec vos fournisseurs? Oui.
Donc effectivement, alors déjà pour prendre un petit pas de recul sur le groupe Danone, donc Danone a fait le pari de s'engager dans la transition vers l'agriculture régénératrice depuis maintenant 2018. Donc faut savoir que Danone c'est la première société cotée en bourse qui s'est dotée du statut entreprise à mission. Aujourd'hui, les 26 marques de Danone en France sont certifiées B Corp, donc un label RSE très engagé et difficile à obtenir, notamment sur les thématiques environnementales. Donc depuis 2018, on a lancé un certain nombre de programmes pour accompagner. Donc moi, je vais parler spécifiquement de la France, mais ça se passe au niveau du groupe Danone Monde. Mais si on prend le scope France, on a lancé donc un certain nombre de programmes pour accompagner donc que ce soit les éleveurs, bien sûr, on a donc 1200 éleveurs partenaires en France qu'on accompagne, et on va aussi avoir un certain nombre de producteurs donc de fruits, de légumes, de céréales en France qu'on accompagne dans cette transition. À travers des programmes. Et donc, si je fais le point un petit peu plus spécifique pour aujourd'hui, donc des fruits et légumes, on peut parler donc plus spécifiquement de Blédina, avec donc le programme Pachamama. Donc Pachamama, c'est terre-mer en quechua. C'est un programme qu'on a lancé en 2020 maintenant, avec l'ONG pour une agriculture du vivant. Donc, qui est une ONG qui accompagne justement les filières dans la transition vers l'agriculture régénératrice. Des personnes sont adhérentes notamment autour de cette table. Et donc ces programmes-là, en fait, ils visent à accompagner donc les producteurs, les productrices dans cette transition, à la fois sur la partie technique, bien sûr. Donc on va apporter un certain nombre de formations, un certain nombre d'expertises externes, et on va aussi apporter un soutien financier. Et je pense que c'est vraiment ça qui vient faire la différence de nos programmes, c'est qu'on va s'assurer justement de la possibilité de transition long terme dans les filières, et donc on met en place un certain nombre de contrats, des contrats de partenariat où on va venir adosser des primes agroécologiques pour venir soutenir justement le changement des pratiques dans les exploitations. Donc voilà, ça c'est un peu les programmes qu'on mène. Pour revenir sur la question de qu'est-ce que c'est l'agriculture régénératrice chez Danone, peut-être parce qu'effectivement c'est peut-être pas forcément un terme que vous avez l'habitude d'entendre. En fait, ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice chez Danone, c'est bien sûr toute la partie agroécologique. Donc c'est les pratiques agroécologiques. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de pousser ces nouvelles pratiques plus durables dans les exploitations? Et ensuite, on va avoir tout un pilier bien-être animal qui est bien sûr important chez Danone, et le soutien économique et financier des hommes et des femmes dans cette transition. Et je pense que Julia l'évoquait, c'est vrai que on a peut-être tous commencé ces sujets-là avec le point d'entrée carbone, parce que du coup Danone bien sûr est engagé signataire du SBTI, donc le Science Based Target Initiative. Donc on a des obligations, bien sûr, de réduire les empreintes carbone des exploitations, donc de notre scope 3. Mais c'est aujourd'hui, je pense, même, voilà, c'est auxiliaire. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on maintient la résilience des exploitations. Et ça, c'est un vrai sujet, et d'autant plus pour Blédina, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est arrivé à un point, alors pas de non-retour, j'espère pas, mais en tout cas, on sent, ça y est, on commence à sentir dans les rendements et dans les qualités notre difficulté face au changement climatique, face au stress hydrique. Et donc, c'est un vrai enjeu qu'on a de s'assurer que demain, on ait toujours des exploitations françaises qui puissent produire les produits Blédina. Et justement, donc là, je me retourne vers vous. Donc, au niveau achat, comment vous vous assurez que ces engagements de long terme, voilà, qui sont mis en place, se répercutent sur la façon dont vous travaillez avec les fournisseurs? C'est quoi? C'est plus d'engagement? Comment vous mesurez la valeur de cette démarche-là? Alors, chez Blédina, on travaille vraiment avec Julia, du coup, en partenariat et main dans la main. On est deux équipes, mais on a une vocation d'aller voir aussi ensemble les producteurs pour qu'ils comprennent que cette démarche engageante, elle est nécessaire, mais elle est importante autant du point de vue achat que du point de vue agriculture régénératrice. Julia le disait, il y a des programmes
Pachamama sur du long terme, de la même façon que nous, nos façons d'approvisionner et nos contrats vont être sur du long terme pour pouvoir pérenniser les volumes et pour pouvoir aussi être en cohérence avec cette nécessité d'agriculture régénératrice qu'on a. Et en plus, sur nous, les contrats qu'on va avoir au niveau achat, on intègre une partie aussi d'indicateurs qui vont suivre justement les coûts de production pour être aussi cohérents par rapport aux engagements que nos producteurs vont avoir pour produire au niveau qualité baby food et pour être cohérents par rapport aux coûts qu'ils vont avoir aussi et intégrer cette partie production est hyper importante. Il faut que ça reste intéressant aussi de travailler pour l'industrie et pour Blédina, vu l'enjeu que ça représente au niveau qualité chez nous. Donc finalement, c'est un peu un travail d'orfèvre et vous ajustez les curseurs en fonction des filières et on travaille vraiment en co-construction avec l'agriculture régénératrice, oui. Alors Julia, à nouveau, j'ai quand même une question parce que mine de rien, on voit beaucoup de grands donneurs d'ordre de l'alimentaire donc qui vont sur ce chantier de l'agriculture régénératrice. Comment s'assurer côté fournisseur qu'on n'empile pas les cahiers des charges et que quelque part voilà ce que vous faites ensemble, c'est très cohérent, on va dire au global des transitions. Oui, alors ça, je pense que ça reste l'éternelle question de savoir comment est-ce qu'on rajoute pas un énième cahier des charges. Donc, je pense qu'on essaye d'apporter une solution justement en faisant partie du mouvement pour une agriculture du vivant. Leur but étant d'avoir un outil commun. Et donc, l'idée, en tout cas, derrière tout ça, la vision qu'ils portent, c'est de se dire que plutôt que chacun ait son cahier des charges, c'est ce qu'on eût fait chez Danone. On est arrivé en 2018 avec notre propre cahier des charges agriculture régénératrice. Et puis, certains confrères ont fait la même chose. Et donc, forcément, on sait bien que ça coince et on sait bien que c'est quand même dommage de perdre du temps et de l'argent sur justement de l'administratif. Et donc, du coup, on essaye justement, en faisant partie de ces mouvements qui tâchent à mettre les filières autour de la table pour essayer d'avoir tous un langage commun et d'utiliser des outils qui sont des outils filières. Communs et filières et qui sont pas justement un interne que nous, on a pondu avec nos services agro. Donc ça, c'est en tout cas, c'est ce qu'on pense. On est tous convaincus que c'est ça qu'il faut faire, réussir à avoir des outils communs ou en tout cas une capacité à ce que les outils se lisent les uns, se traduisent les uns avec les autres. Je pense pas qu'on y soit, soyons honnêtes. Il y a encore un long chemin là-dessus et je sais que ça crée encore beaucoup de frictions. Nous, en tout cas, notre conviction, c'est de se dire qu'il faut absolument que l'argent qu'on verse du coup dans les filières pour cette transition, elle aille au champ. Donc, au mieux, on arrivera à faire en sorte que ça soit fluide et que vraiment il y ait le maximum de centimes et d'euros qui soient mis dans les champs. Comme ça, on aura réussi. Je pense qu'il y a encore un vrai travail. Donc, c'est vrai que les personnes qui travaillent sur ces sujets-là, je pense qu'il y a encore de quoi progresser. Mais au niveau industrie, il y a aussi des dynamiques de groupe. Donc, il y a la plateforme SAI, qui tend aussi à mettre en place des frameworks qui sont communs. Donc moi j'ai bon espoir qu'on arrive à justement un petit peu cadrer tout ça sans tomber justement sur la problématique éternelle du label. Donc ça c'est une vraie question aussi. Demain un label agriculture régénératrice, est-ce que ça fait sens ? Moi, je suis pas spécialement pour. Je pense que l'important, c'est justement de s'assurer que les pratiques soient faites au niveau des exploitations. Et c'est pas forcément un sujet à adresser aux consommateurs, ou en tout cas pas de cette manière-là. Il y a plein de façons d'adresser aux consommateurs le sujet de la transition à travers la biodiversité, la préservation de l'eau, plutôt que de parler d'agriculture régénératrice. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit rester agronomique. Voilà. Merci. Guillemette Boiron, du coup, pour faire un petit peu le lien avec ce qui vient d'être dit, donc du coup, alors vous travaillez pas directement, on va dire, sur l'agriculture régénératrice, mais plutôt sur la diversité, et sur la diversité des paysages notamment. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de filière emblématique, peut-être la filière cassis? En fait, nous, on a pris le sujet par l'angle de la pérennité. Enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, avec cette question que on est aussi avec PADV, mais on exporte dans 80 pays dans le monde.
Donc PADV dans 80 pays dans le monde, ça n'a pas beaucoup d'écho. Et quoi qu'il arrive, en fait, on avait aussi l'ambition de faire ça pas pour le mettre en avant vis-à-vis de nos clients, mais aussi pour s'assurer que demain, les exploitations continuent à tourner et qu'elles restent sur des modèles qui soient viables et pérennes. Quitte à ce que ça implique de travailler autrement, mais en tout cas qu'on arrive à continuer à s'appuyer sur nos producteurs français demain. Donc voilà, on est aussi société à mission, ce qui est assez engageant pour ceux qui savent ce que c'est, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on inscrit dans nos statuts des objectifs. Donc ça veut dire qu'on est opposable. N'importe qui peut dire Verger Boiron dit ça, mais il le fait pas. Et donc en fait, nous on a inscrit qu'on voulait co-construire avec les producteurs, enfin avec l'amont, des filières qui prennent soin du vivant. Donc le vivant, on l'a écrit avec un grand V, c'est-à-dire l'homme et le non-vivant, mais en fait c'est les deux. Donc voilà, on l'a vraiment pris dans cette idée-là. Et c'est dans cette idée que s'inscrit aussi la diversification. C'est que le vivant, il est robuste quand il apprend à diversifier ses relations. Et du coup, une partie de la réponse de la résilience pour nous et de la pérennité, ça passe par là. Donc la relocalisation des filières, pour nous, c'est une des voies de pérennité. Et donc typiquement, vous avez donné l'exemple du cassis. On a des producteurs qui qui sont en Drôme, qui travaillaient des fruits à pépins et qui ont décidé de planter du cassis aussi parce qu'ils avaient des contrats pluriannuels avec nous et que du coup ils avaient la sécurité de la plantation avec des prix qui étaient conclus ensemble sur des contrats qui réévaluent le prix avec des indicateurs. Et aujourd'hui, ça leur permet d'avoir plusieurs chevals de bataille, de travailler sur des filières qui sont complètement complémentaires et qui réagissent pas pareil aux différents aléas climatiques. Et donc, du coup, d'installer à Jeune parce que il y a des projets sur ces filières-là. Et le fait d'avoir ouvert sur du cassis, ça pose la question d'ouvrir sur peut-être d'autres filières fruits rouges avec des conduites à peu près similaires. Enfin, du coup, on arrive sur quelque chose d'assez vertueux où, in fine, quand on sort de ce que je sais faire et ce que j'ai toujours su faire, on s'ouvre aussi des portes avec des possibilités qui apportent de la valeur sur la ferme et permettent de faire face aussi à tout ce qu'on connaît en termes d'instabilité aujourd'hui. Merci. Je me retourne vers vous, donc Daniel Gaillard, sur la valorisation, en fait. Donc parce que là, on parle beaucoup de nouvelles valorisations. Vous, qu'est-ce que vous faites très, très concrètement en termes de marketing, en termes de développement donc d'une nouvelle marque? Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions aussi? On parle de valorisation effectivement et on en a parlé sur effectivement du programme, un futur proche mais un futur quand même. En tant que producteur nous-mêmes de fruits, c'est l'espace-temps qui est important. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des fermes dans 10 ans, il faut qu'il y en ait dans 6 mois. Et pour qu'il y en ait dans 6 mois, il faut qu'il y en ait dans 3 mois. Et il faut que la saison, elle se passe bien. D'ici quelques semaines, on va attaquer notre saison de fruits d'été. Si on veut effectivement que des exploitations existent encore dans 10 ans, il faut déjà que cette saison se passe bien. Donc la valorisation, elle se fait effectivement sur des projets à moyen ou long terme, mais elle se fait aussi pour nous qui sommes au premier stade de la filière dans la valorisation immédiate des productions. On refait pas un cours sur la plantation de l'arbre à la 4e, 5e feuille qui permet de commencer à produire un arbre. Donc un cycle extrêmement long, sans certitude sur l'avenir. Donc tout ça est une activité qui devient capitalistique, donc avec une nécessaire valorisation de ces capitaux qui sont immobilisés. On parle comme des financiers, on est des producteurs, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc la valorisation, elle se fait vraiment pour nous dans la valorisation du fruit à sa base et dans la valorisation des produits transformés. Mais c'est encore une fois, sans vouloir être le rabat-joie, un problème de valorisation du niveau d'excellence qu'on nous demande. On nous demande d'être français. Bon, ça, nos terres sont en France et on est en France, donc ça va à peu près. On nous demande de respecter des cahiers des charges. On nous demande effectivement, et c'est très bien, je m'oppose pas à ça, mais de respecter la terre, d'économiser l'eau, et ça s'empile effectivement. Alors des fois non, des fois oui, mais tout ça a un coût. Et c'est ce coût qui nous engage à encore plus de valorisation. Donc c'est le marché, la capacité du marché à accepter à un moment donné, même si mon collègue a raison, l'outil industriel doit permettre d'être plus efficace, mais qu'à un moment donné, le marché accepte aussi, alors selon nos circuits, c'est plus ou moins facile, mais de payer le juste prix pour qu'il y ait cette valorisation. On reste toujours dans cette équation.
Voilà. Mais à mon sens, effectivement, la valorisation, elle doit être court, moyen, long terme, toujours avec cet objectif. Produire un fruit, je parle des fruits parce que c'est ce qu'on fait, hein, mais produire un fruit, ça a un certain coût. Pour le valoriser, il faut quelque part, c'est un gros mot, il faut le vendre comme il faut. Et En frais ou en produits transformés. Et est-ce que vos marques aujourd'hui, et notamment celle en transformé, est-ce qu'elle permet, on va dire, d'injecter tous ces engagements? Est-ce que le marché, justement, reconnaît la valeur des filières que vous développez? Alors je dirais, il y a 2 étapes. Il le reconnaît dans son discours, dans notre discours et dans l'écoute qu'on a des distributeurs ou des partenaires café, hôtel, restaurant. Après, ça peut être des fois plus compliqué quand on commence à parler d'argent et quand on commence à parler de prix, justifié par le fait que le consommateur aujourd'hui, et depuis quelque temps on le sait, quand il fait ses courses, quand il voit 1,5 litre de boisson multifruits à base de concentré à 0,99, ça lui est des fois difficile d'acheter 1 litre de bon nectar d'abricot de la vallée du Rhône qui coûte 3,50, tout simplement. Alors, je précise, on aura un grand débat après sur les fruits et légumes, sont-ils chers? Voilà. Mais alors peut-être donc un dernier mot avant d'ouvrir les questions. Donc un dernier mot. Donc je reviens donc vers vous, Gérard Gillet. Donc sur cette notion de compétitivité, on sent bien quand même que malgré tous les engagements, tout ce qu'on fait pour justement installer de nouvelles exploitations demain, faire en sorte que les filières soient résilientes et pérennes. Comment, quelque part, surpasser cet enjeu de compétitivité? Est-ce qu'il n'y a pas quand même de nouvelles voies à explorer? Alors, en préparant, on parlait de l'export. Vous êtes aussi engagé dans une nouvelle démarche de valorisation avec C'est qui le patron? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors nous fabrique, enfin Vauvert fabrique 2 références donc pour C'est qui le patron, donc en purée de pommes, donc une référence qui est en boîte de conserve d'ailleurs, qui est le moyen de conservation le plus écolo et finalement le plus trendy qui existe. Et ça, je le redis à chaque fois parce que c'est un moyen de conservation qui est éternellement recyclable et qui protège le produit de la lumière. Donc c'est quand même le meilleur malgré son image qui vieillit un peu. Et donc nous fabriquons 2 références qui sont distribuées par plusieurs enseignes. Et après, pour compléter ce qui vient d'être dit, je voulais dire il y a une bonne nouvelle et une grande hypocrisie. La bonne nouvelle, c'est que les Français aiment leur marque. En réalité, nous on a un taux de notoriété qui est excellent. Et la mauvaise, c'est que sur les 10 qui déclarent je veux acheter français en rentrant dans un magasin, il y en a 2 qui le font vraiment. Et s'ils le font pas, c'est surtout lié au prix. Et c'est pas forcément lié à la qualité puisqu'ils reconnaissent toutes ces vertus aux marques françaises qu'ils adorent. Donc il y a un sujet autour du marketing parce qu'au final, chacun est prêt, je pense, à mettre quelques centimes de plus pour un produit dont il estime que la qualité réelle est supérieure. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais il y a un sujet autour des marques, des moyens qu'elles développent en marketing ou autre pour pouvoir être vendues dans des volumes qui continuent d'être acceptables. Merci. On va peut-être ouvrir aux questions. Ah oui. Juste rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a quelques années, on a eu un truc qui s'appelait le Covid. On a dit qu'on allait réindustrialiser la France. Qui en parle aujourd'hui? Quels moyens sont mis aujourd'hui en place pour y arriver? On veut reconstruire des filières et nous sommes les premiers à faire en sorte déjà que les filières existantes ne disparaissent pas et on veut effectivement reconstruire, mais ça nécessite effectivement de réindustrialiser, donc de remettre de la main-d'œuvre locale et régionale en place et d'accepter que cette main-d'œuvre elle coûte un petit peu plus cher que celle du bout du monde. Qui est prêt aujourd'hui? Effectivement, il y a peut-être aussi un problème d'éducation du consommateur. Je suis entièrement d'accord quand on questionne les téléspectateurs, ils regardent tous l'émission Arte et la 5, et dans la réalité, ils regardent les bronzés à Mykonos, ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc, il y a cette dualité, il faut que, nous on y est confrontés entre ce qui est dit, souhaité, soi-disant par le consommateur et son comportement d'achat. Ça passe par une éducation aussi, je pense, et rappeler que si on veut des emplois en France, à un moment donné, ça coûte un petit peu plus cher. Si on veut une agriculture, une arboriculture en France, ça va coûter un petit peu plus cher. Et quelque part, ce que vous dites aussi, c'est que vous investissez en propre en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, mais que les pouvoirs publics, finalement, ne suivent pas, en fait, la marche que, quelque part... Je ne me permettrai surtout pas d'attaquer les pouvoirs publics. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense que c'est même dans l'inconscient collectif.
Encore une fois, il y a quelques années, on a C'est tous qu'il y a un pensé décalage qu'on à allait trouver. produire du Doliprane en France. Je crois qu'il n'y a pas un cachet qui est sorti d'une usine française. Donc, on veut de l'agriculture française, on veut manger de proximité, du sourcing, du machin, du truc. Très bien. Il faut des actions de communication et d'éducation, même, je pense, pour rappeler que tout ça a un coût, que si on veut du travail en France, si on veut de l'arboriculture en France, eh ben, à un moment donné, ça va coûter un peu plus cher. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le consommateur est prêt à l'accepter? Merci, c'est aussi un message peut-être pour les interpros. Du coup, on va ouvrir aux questions. Qui se lance? Oui, madame. Alors, Et puis il va venir avec son camion. présentez-vous. Bonjour, je suis Florence Guillem pour le journal La France agricole. J'ai deux questions, enfin, j'ai la même question pour deux personnes. Donc, au sujet du sourcing de Blédina, le sourcing français, quelle est la part du sourcing français? Et même chose pour Saint-Mammès, s'il vous plaît. Si ça marche? Oui. On a 70% en volume de notre gamme de petits pots qui est en origine France et qui est produit à Brive-la-Gaillarde, donc en France. Alors, c'est une très bonne question. Donc, sur les trois catégories que l'on travaille, je vais parler des fruits en morceaux, qui est l'activité historique. On est au-dessus des 50%, parce qu'il faut que j'exclue de tout ça, en fait, toute la partie, on a évoqué tout à l'heure les fruits de la passion. Nous faisons aussi de l'ananas, du litchi, etc., qui sont forcément des produits qui sont comptés dans le volume global. Donc, on est plus proche des 55-60%. Et nous venons, et je suis très heureux d'être à une table où on a déjà deux exemples de réindustrialisation, puisque nous venons de réindustrialiser donc à Vauvert, donc une usine de fabrication de cups. Vous savez, ce sont les portions individuelles de fruits en morceaux depuis le tout début de cette année. Donc, il y a quelques exemples positifs dans ce domaine aussi, et ça fait plaisir de pouvoir le mettre en avant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mathieu Donati, Bonjour. présente-toi. Alors, Mathieu Donati, atelier Corse du fruit et légumes, donc les agrumes en Corse. Je voulais témoigner, plus qu'une question, je d'abord voulais remercier pour la qualité de ce débat, et je voulais témoigner sur, de la même manière que M. Gaillard nous a expliqué ce qui s'est passé au comptoir rhodanien, dans la filière clémentine en Corse, des producteurs se sont associés pour créer un investissement de 7 millions d'euros qui a permis de valoriser les produits qui étaient dans une IGP, dans une île non commercialisable avec les critères qualité qui sont afférents à une IGP, et ces 20% de produits qui sont non commercialisables en produits de bouche ont trouvé une issue intéressante à travers des jus de fruits, mais également des huiles essentielles, des arômes, et maintenant une valorisation de toute la pomasse, la peau, qui permet de compléter le revenu producteur. Et je voulais dire que c'est la même préoccupation que l'on a tous dans cette salle, c'est de maintenir le tissu agronomique et agricole de France et en Corse. C'est exactement la même préoccupation. Voilà, merci. Merci. Ah oui, je réagis juste à ça parce que du coup, on vous connaît bien et ça marque un point qui pour moi est assez important. Dans la relocalisation comme sur le travail agronomique pour la résilience des vergers, je pense que le poids du collectif a aussi sa force. Et là, typiquement, ce qui s'est passé à Atelier Corse, ça aurait jamais été plus possible si vous n'êtes pas alliés entre vous et que vous n'aviez pas décidé de vous mettre ensemble autour de la table, parce qu'en fait, c'était pas si facile que ça de le faire, pour le coup, de se mettre d'accord sur des outils à investir et à gérer ensemble. Et donc, du coup, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui se passeront comme ça, que ça soit au niveau de l'aval, c'est-à-dire nous, transformateurs, qu'il y a des forces et des unions à trouver, enfin, quelles que soient les concurrences, en fait, et au niveau amont aussi, sur le travail agronomique notamment, parce qu'en fait, quand on parle de pérennité, on parle aussi de comment on préserve les ressources pour que demain, on continue à produire, qu'il y ait des mouvements collectifs en lien avec l'aval, enfin, des mouvements d'union, et c'est ce qu'essaye de faire un peu PADV pour une agriculture du vivant, qui nous permettent de travailler sur ces sujets-là. Et pour le coup, sans le collectif, j'ai du mal à croire qu'on y arrivera.
Sachant que si je peux me permettre, enfin, il me semble, en Corse, vous avez la chance d'avoir une filière, voilà, qui est en plein essor aussi, et que quelque part, c'est une diversification possible, en plus d'une filière sur le frais qui est déjà, finalement, il y a moins d'offres par rapport à la demande. Donc ça n'est qu'une valorisation additionnelle et ça apporte que du plus. Merci. Je sais pas s'il y a une autre réaction. Non, par rapport à ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas vu, pardon. Ah oui, là-bas. Pardon. Bonjour, Eve Bonjour. et Trust in Isotope. Merci pour ce sujet qui est très intéressant. J'ai une question par rapport au volume des produits transformés qui augmente. Est-ce que vous voyez émerger un besoin de solutions de traçabilité scientifique qui seraient indépendantes des labels et des certifications? Alors ça, c'est une question, oui. Donc, Guillemette. Ah, ça devrait aller. Il faut juste parler. La traçabilité, enfin, pour nous en tout cas, c'est hyper important. Notamment, enfin, alors là, je parle beaucoup de ce qui se passe à l'international parce qu'on a aussi beaucoup de filières d'approvisionnement international, mais du coup, c'est aussi vrai en France. On va venir nous chercher de plus en plus, les marques, sur la responsabilité qu'on porte sur le monde, en fait. Et du coup, toutes les questions sociétales qui tournent autour de ça, en fait, on ne pourra y répondre que si on sait tracer nos approvisionnements. Alors, jusqu'à la parcelle, c'est parfois possible en France, mais c'est pas forcément possible à l'international. Mais par contre, au moins jusqu'au producteur. Parce que plus les chaînes sont longues, plus les gens sont suspicieux. Et plus les gens sont suspicieux, plus ils ont besoin de garanties. Donc, la question de la traçabilité, ça va être un vrai sujet. Ça, c'est sûr et certain. Oui, Il y a un petit laps. D'où je pense, et je rejoins ce que vous dites, mais l'intérêt de pouvoir travailler sur du long terme avec des producteurs. Chez Blédina, nous, il y a beaucoup de producteurs avec qui on travaille depuis plus de 20 ans. Et donc, je pense que la confiance et la pérennisation des approvisionnements participent aussi à garantir cette traçabilité. Alors, ça va marcher, oui. Non, ça marche pas. Ah, bah alors. Allô, oui, de notre côté, donc oui, je voulais dire, nous avons pris l'option d'être adhérents, je sais pas si on peut dire ça, à la démarche Origine Info, ce qui est assez contraignant en soi parce que ça empêche d'autres choses, comme par exemple de mettre un petit drapeau français sur nos boîtes de Saint-Mamet. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre, par rapport à la traçabilité, je pense de toute façon, il n'y a pas d'autre voie que la transparence et que quoi qu'il arrive, de toute façon, quelle que soit la situation de chacun, hein, parce qu'elle est faite de l'histoire de l'entreprise, il n'y a pas de sujet par rapport à tout ça. La transparence, ça va être vraiment la norme de plus en plus dans l'ensemble des activités. Ça me semble important de le dire pour ceux qui hésiteraient encore ou qui se diraient oui, mais comment va réagir le consommateur s'il sait que j'ai 30% on va dire de mes pêches qui viennent pas forcément de France parce que justement on n'en a pas assez. C'est juste ça qu'il faut avoir en tête, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment le sujet important du moment et que toutes les entreprises qui vont s'engager le plus tôt dans cette transparence auront pas raison avant les autres, mais en tout cas, elles auront quelque chose de plus et un peu d'avance sur la qualité de ce qu'elles vont pouvoir proposer à leurs consommateurs. Si je peux rajouter, il y a traçabilité et communication sur cette traçabilité. Ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, les référentiels existants, il n'y a pas bien, je pense, d'unités ou industrielles ou j'allais dire d'ateliers artisanaux qui commercent un petit peu, qui font des certains volumes, qui n'ont pas de toute façon en place un système de traçabilité digne de ce nom. Ce sont des demandes immédiates de tous les distributeurs sans aucune exception et je dirais même des détaillants qui aujourd'hui veulent savoir avec quoi, et puis on a les réglementations respectées, donc la traçabilité elle existe déjà. Après c'est effectivement quelles sont les tendances qui vont faire qu'on va communiquer encore plus ou différemment peut-être de ce qu'on fait aujourd'hui sur la traçabilité, donc l'origine des produits. Merci. Ah, il y a aussi un laps de temps. Il y a effectivement la traçabilité, mais vous avez raison, la communication. Et la communication, notamment, vous parlez de réglementation, c'est aussi un enjeu de pouvoir communiquer sur la qualité des produits, donc traçabilité et
et ou qualité au global. On voit aussi que nous, chez Blédina, on a un véritable enjeu pour parler de ce cahier des charges baby-food qui est pas forcément très connu et qui pourtant intègre un vrai travail avec les producteurs pour pouvoir respecter autant en termes de pesticides que de métaux lourds et autres, des normes qui sont bien spécifiques et bien précises et qui sont pas forcément connues du grand public. Et donc je pense qu'on a aussi un enjeu sur la connaissance de la réglementation et comment on communique dessus, tout en ne perdant pas le consommateur qui est un peu perdu avec énormément de labels aujourd'hui. Non, ça vient. Si, c'est bon. Et pour justement faire le lien entre communication et tous les programmes donc là qu'on mène d'agriculture régénératrice, je pense que c'est aussi là où on a une carte à jouer, où demain, enfin cette traçabilité. Alors nous, on l'a déjà fortement du coup du fait du cahier des charges baby food, mais demain en fait, ce sera aussi le moyen de communiquer aux consommateurs l'importance, le lien avec le sol, la qualité du sol, l'écosystème dans lequel la matière a été produite, la biodiversité avoisinante ou voilà la qualité de l'eau ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi tout ce pan-là qui peut être intéressant à creuser parce que demain clairement c'est là ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est on mise sur un sol, sur le bon partenaire, sur enfin voilà, vraiment c'est pour ça qu'aujourd'hui on va plus comme Guillemette disait, on va plus pouvoir passer changer de parcelle tous les jours. Là demain c'est en fait un sol, tout l'argent qu'on capitalise sur ce sol pour le rendre plus fertile, en fait ça va devenir la nouvelle richesse. Donc c'est aussi ces choses-là qu'il va falloir via la traçabilité, je pense, on va pouvoir se dire voilà, ces endroits-là, ils ont retrouvé la fertilité qu'on souhaite, la biodiversité, etc. C'est-à-dire injecter tout ça dans vos marques et faire en sorte que le consommateur il soit réceptif aussi. C'est ça. Donc après, il y a comment est-ce qu'on arrive à faire que le consommateur s'intéresse à ces sujets, mais normalement, le sujet du vivant, c'est quand même des choses qui touchent. Voilà, il y a encore, je pense, des choses à développer là-dessus, mais on essaye d'approcher ces sujets-là justement avec des choses un petit peu plus. Alors sans parler que des abeilles, hein, on essaye de faire en sorte que ça soit quand même un petit peu plus creusé, mais c'est sûr qu'il y a encore un gros travail de sensibiliser les consommateurs à ces sujets-là. Comment est-ce qu'on refait le lien avec le monde agricole et avec justement tout l'écosystème on va dire les services environnementaux que les agriculteurs apportent. Alors autre sujet là, en fait là on réouvre un sujet, mais je précise il y a aussi un sujet de communication demain. Donc finalement tout est lié. Je regarde, est-ce qu'il y a encore il y a encore des questions. Oui, bonjour, Yann Kervenot pour le Journal de l'Agri. J'ai une question toute bête, peut-être que M. Gaillard pourra répondre. Quel est le delta de prix d'achat entre le fruit pour l'industrie? En moyenne, j'ai juste besoin d'une estimation. Donc le delta entre le prix d'achat pour l'industrie et le prix d'achat, le prix de vente pour le marché du fruit frais. Vous voulez vraiment m'attirer des ennuis? Parler de prix de produits comme ça en public. Vous voulez que ma tête soit mise à prix, c'est ça? Allez, pour rester, je dirais, alors sur les produits que je connais bien, les fruits à noyaux, il va y avoir pas loin de 80 centimes au kilo. Alors, si, et je ne le souhaite pas, il grêle sur toute une région de France et que tout est explosé, qu'il faut tout passer en transfo, le prix de la transfo, il va pas valoir grand-chose. Si on a une belle saison avec des beaux produits, qu'on a un beau soleil, qu'il y a une belle consommation et que tout part à la table et que tout se vend, eh ben le prix de la transfo il sera plus élevé parce que si on veut faire des nectars ou des purées, il va falloir payer plus cher. On n'oublie pas aussi ici, il faut le rappeler. Alors je parle des fruits, hein, désolé pour les autres filières, mais tout dépend du marché. À un moment donné, on a une offre de produits qui dépend notamment de la météo, et puis on a une consommation qui dépend aussi de la météo. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Et donc, le prix des produits et les deltas qu'il peut y avoir entre transformation et fruits de table, il va être issu de toutes ces variables que je ne connais pas après de longues années de métier et que je connaîtrai sans doute jamais. Donc c'est quand même un ajustement permanent, même si on est sur du long terme.
Ça dépend du cahier des charges aussi. Typiquement, du marché sur lequel on se place. Ça dépend de la qualité qu'on achète aussi. Enfin, je pense qu'il faut se sortir de l'esprit que l'industrie n'achète que des écarts. Parce que dans les faits, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, je crois que c'est tout. En tout cas, vraiment, merci pour votre écoute et votre participation. Merci à nos intervenants. Merci. Parce qu'on voit que les filières sont diverses et variées. Et c'était bien l'objectif aussi de cette table ronde. Voilà. Merci. Merci Florence. Et puis, le vrai soutien, c'est quand même de nous acheter. Oui, moi, c'est fait.